Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, déjà je vous souhaite un joyeux Noël. Et comme c'est de tradition, je vais vous parler d'un film de Noël. Mais pas que, c'est avant tout une comédie horrifique, un film culte de son auteur Joe Dante, vous l'avez compris, on va parler de Gremlins, qui a fêté ses 40 ans cette année, sorti en 1984, sur un scénario de Chris Columbus, oui, et une coproduction de Steven Spielberg, avec qui Joe Dante avait travaillé au préalable, un an avant il me semble, sur le film, plusieurs courts-métrages mis bout à bout, La quatrième dimension. Et au casting, pour interpréter le jeune héros, ici de l'histoire, Zach Galligan, accompagné de Phoebe Cates. Les deux vont finir en couple, ça on le sait si on a vu le 2, mais le 2 j'en parlerai très bientôt. Pour interpréter le père donc, du personnage de Billy, nous avons Hoyt Axton, cet inventeur, d'où va venir le problème en fait, dès l'introduction du film, qui est raconté par sa voix off. Frances Lee McCain joue la mère, il y a également Judge Reinhold, qu'on reconnaît bien, sorte d'ambitieux local qui attend la place de chef de la banque. Polly Holiday, remarquable dans ce rôle de l'antagoniste pur, la méchante Robbie Deagle. Citons aussi la présence forcément de Dick Miller, l'acteur fétiche de Joe Dante, qui interprète un monsieur Photoman particulièrement américain à sa façon. Et l'un des premiers rôles au cinéma pour Corey Feldman, enfant star qui a beaucoup souffert de ce statut dans les années 80, début 90. Alors l'histoire se déroule à Noël, et donc techniquement, oui, c'est une œuvre que l'on regarde et dont on parle souvent à cette période. On est dans la ville fictive de Kingston Falls, l'Amérique parfaite, surtout à cette époque dorée d'un Noël enneigé. On le voit, un décor de studio, et ça, le film joue sur ce point. D'ailleurs, un décor qui sera repris par Robert Zemeckis l'année d'après sur Retour vers le futur. Bref, tout a l'air parfait là-bas. Mais les gens ne sont pas heureux du tout, parce que la banque, l'argent, le consumérisme, la méchante Madame Deagle qui se fiche éperdument des pauvres, notamment une mère de famille, mais aussi qui en veut au chien de Billy. Et Billy, il a un papa qui est inventeur, un entrepreneur raté, qui va donc, au début du film, se retrouver à New York, dans le quartier de Chinatown, pour essayer de vendre ses inventions à un monsieur d'origine chinoise, qui est là depuis X années, et qui refuse l'impérialisme américain, mais peut-être parce que l'Amérique n'a pas, on va dire, bien intégré les immigrés chinois aussi à l'époque. Je reviendrai peut-être sur ce point. Tiens, ça rappelle Chinatown, le film dont j'ai parlé il y a quelques jours, grand métrage évidemment de Polanski. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, le père de Billy, là-bas? Acheter de force, c'est le petit-fils qui lui donne finalement, enfin, contre-argent, un mogwai, une créature bizarre, étrange, qui chantonne comme ça, et qui a l'air mignonne, donc ça va être le cadeau pour le fils Billy. Oui, bien sûr, un beau cadeau, sur le papier, ça en est un, mais derrière, les conséquences vont être désastreuses, puisque cette créature, si on ne respecte pas certaines règles, les fameuses 3 règles que vous connaissez, eh bien, elles vont donner naissance à ces bestioles à d'autres qui vont se transformer après minuit si jamais on leur donne à manger en monstres absolus qui vont clairement, donc vous l'avez compris, dévaster Kingston Falls et semer la panique, tout dérégler. Cette parfaite petite Amérique bien recentrée sur elle va forcément ici être envoyée dans le décor, c'est le cas de le dire, le fameux décor de Kingston Falls. Et évidemment, c'est une œuvre exceptionnelle sur pas mal de points, qui a eu un succès monstre, et qui montre aussi surtout l'ironie et la patte particulièrement extraordinairement fine d'un Joe Dante, j'ai envie de dire, oui, à travers sa narration visuelle, mais aussi, citons-le donc à nouveau, Chris Columbus, qui a proposé ce scénario que Spielberg a voulu édulcorer, mais finalement, ce dernier a laissé un peu carte blanche à Joe Dante, qui a pu faire des trucs qui ont presque échappé au studio Warner. Bon, pas autant que le 2, ça, le 2, on reviendra sur ce cas. Mais le film a été vendu comme une petite comédie tranquille, avec des bestioles mignonnes et tout, autour de Noël, tout ça. Mais derrière, quand on revoit le film adulte surtout, mais même enfant, c'est un petit traumatisme, eh bien on voit qu'il y a beaucoup de choses hyper passionnantes,
Donc, évidemment, sur la confection un peu série B horrifique, monstre, avec des empreintes dans tous les sens, je vais y revenir sur plusieurs cinémas, mais aussi le discours de Joe Dante sur la société américaine. Un film qu'on peut mettre en parallèle avec d'autres de ses œuvres, bien évidemment. Je pense avant tout au Banlieusard, sorti 5 ans après, sur l'étranger dans l'Amérique parfaite. Et c'est là où on peut avoir plusieurs degrés de lecture. Je sais que plusieurs gens ont vu, alors surtout aux États-Unis, enfin je sais plus, mais en ce Gremlins, une œuvre, alors pas raciste, mais anti-étranger. Et ça, bah, c'est faux. Ce serait plutôt l'inverse, dans un sens très particulier, où dès le début, on voit donc l'Américain moyen, un peu capitaliste raté au final, hein. Ça en dit long aussi sur ce que Joe Dante ou Chris Columbus ou les deux ont voulu raconter, qui va imposer quelque part son Amérique à lui dans un quartier qui a été créé, Chinatown, toutes les Chinatowns, en rejet d'une Amérique qui a rejeté les Chinois. Il y a toute cette histoire-là hein, sur l'immigration, j'en ai parlé hein, dans ma vidéo sur Chinatown, justement. Bref, et là-bas, bah, qu'est-ce qu'il va faire, l'Américain moyen? Il va s'approprier culturellement une créature qu'on ne peut pas comprendre, surtout si on ne respecte pas les règles. Donc là aussi, on a quelque chose, et ce Mogwai tout gentil, derrière, va donner naissance, malgré lui, à ces monstres-là qui vont clairement envahir. Alors là, oui, si vous voulez y voir cette allégorie, cette Amérique qui avait besoin d'un coup de pied aux fesses aussi. Mais quand on regarde de près le film, et je préfère parler de cela directement, on voit que ces Gremlins, le terme Gremlins, j'y reviendrai après, ils sont là, ils s'amusent des lieux. Certes, ils vont tuer, ils vont faire des choses violentes, mais souvent en réponse ou en vengeance à ce qu'on leur fait subir. Et puis ils n'ont pas demandé à être là. Finalement, c'est parce qu'on n'a pas respecté les règles, cette Amérique a fermé les yeux là-dessus un peu, que derrière ça a créé un vague désordre, un vague chaos. Et quelque part, c'est l'Amérique elle-même qui se crée sa propre peur, et donc son propre rejet envers les gens qui viennent et qui ne sont pas comme eux. Il y a toute cette idée-là, qui évidemment peut paraître comme une suranalyse, surtout en ce jour de Noël, désolé, mais que quand tu le revois le film et que tu comprends aussi le cinéma de Joe Dante, tu sens qu'il y a quelque chose, un petit côté anarchiste et anticonformiste aussi, même si ça reste un film très américain. On voit que Spielberg a sa patte derrière et tout. Derrière, justement, il y a eu un immense succès, donc marketing, production, consommation. Le film, ce qu'il essaye de dénoncer, voilà, il le deviendra. C'est pour ça que Gremlins 2 est très intéressant à analyser en ce sens. Et ça poursuit aussi l'idée de cette nouvelle technologie, ces inventions pour l'Amérique qui veut à tout prix prendre le dessus sur tout. Mais évidemment, ce que l'on va retenir en premier lieu, bon, c'est ce côté faux film de Noël, déjà, qui va être détourné en satire et parodie horrifico-comique, et à des moments horrifiques premier degré, hein, parce que Joe Dante, il est très très malin. Déjà, le choix du décor est pas anodin, mais aussi le choix de certaines citations, notamment La vie est belle, qui apparaît dans les décors, même dans notre subconscient, mais à la télé, la mère le regarde, ce film. On nous présente un faux film de Noël. C'est vrai que ça s'installe dans ce décor-là, avec un Noël capitaliste, évidemment. On essaye de vendre les sapins, il y a des problèmes d'argent, il y a la banque dans laquelle Billy travaille, donc tout est clair là-dessus. Et derrière, ça va être détricoté, détourné par l'arrivée de ces créatures qui vont forcément renverser les codes locaux. Mais on sent que c'est une Amérique malade de toute façon sur place, hein, et beaucoup de gens qui ne vont pas bien. Il y a Billy qui est à part, il y a le personnage de Kate, donc sa meilleure amie qui va devenir plus, évidemment, qui elle ne va pas bien non plus, elle a subi un traumatisme absolu d'enfance autour de Noël, comme quoi le film détourne totalement Noël, parce que vu ce qui s'est passé, imaginez un enfant qui tombe sur la réplique vers la fin, là où elle annonce ce qui se passe, eh ben, c'est quand même d'une violence absolue et rare. Personnage totalement déprimé et dépressif, hein, Kate. Hein. Bon, et c'est pour ça que moi je trouve ça extraordinaire, dans le sens où Joe Dante transforme, retourne la magie de Noël pour tranquillement après nous faire basculer dans l'horreur pure quand les créatures, le Mogwai tout mignon, tout gentil, et les premiers qui va enfanter malgré lui, ils sont mignons aussi, mais pénibles, et bien derrière ça va être absolument extraordinaire, avec les marionnettes de Chris Wallace, effets spéciaux évidemment pratiques qui ont demandé un travail de folie sur des scènes même où on les voit au cinéma ou dans une taverne, là, ça paraît presque gratuit ça, mais ça montre la démesure absolue de ce qu'ils pouvaient faire avec le budget. Après tout, amusons-nous avec les moyens pour
mettre, on va dire, plein la vue aux gens qui regardent. Et donc, après, oui, on a du slasher, on a ces moments un peu Hitchcockiens, avec la mère de famille dans la cuisine qui défend son foyer, évidemment, parce qu'elle est très américaine aussi. Et oui, tout le monde est très américain, à part peut-être Billy et Kate, pourquoi je l'appelle Jack d'un coup, qui sont un petit peu exclus de celle-ci. Billy, c'est un artiste, hein, c'est Joe Dante, c'est son alter ego, et c'est lui qui va avoir le beau rôle, c'est lui qui va peut-être être prêt au final à accepter ces créatures. Enfin, ça c'est le point de vue du personnage donc de Monsieur Wing, qui revient vers la fin, j'en dis pas plus, pour régler et rééquilibrer les choses, avec ce discours-là, hein, sur que l'Amérique n'est pas prête, et le film le montre, l'Amérique n'est pas prête finalement à accepter et à intégrer les gens qui viennent d'ailleurs, et l'Amérique, c'est en 1984, c'est Reagan à l'époque, et l'Amérique n'est toujours pas prête, c'est un pays encore adolescent en termes d'histoire absolue, mais quand même, ça en dit long. Bref, oui, les moments horrifiques que l'on va retenir, et qui sont super bien réalisés, avec quelques moments screamers vite faits, enfin, qui fonctionnent super bien grâce aux marionnettes, des moments assez gore et tendus, bon, le micro-ondes qui reviendra dans le 2, hein, évidemment, micro-ondes. Il faudra que j'y revienne, hein, parce que ça, c'est le 2, c'est souvenir de VF avant tout, mais bon, j'avoue. C'est un déferlement absolu qui, justement, installe le chaos, et nous, on prend un plaisir jouissif à voir cela, et finalement, même si les créatures, elles font peur, et elles font des choses qui sont difficiles, on est presque plus en empathie, pas en empathie, c'est exagéré, mais on s'amuse à les voir faire ça. Et donc, nous, on voit que ici, cette Amérique pure, blanche, et avec la neige et Noël, tout va bien, quoi. Il y a un personnage afro-américain dans le film, qui va mourir quand même, mais qui représente la science et les tests qui seront, on va dire, encore plus poussés dans le 2 avec le personnage de Christopher Lee. Bref, oui, cette wasp à l'américaine qui est ici, mais dégradée et explosée dans tous les sens. Et là, après, c'est vrai qu'on peut y voir des doubles sens ou de l'ironie, on ne sait pas trop si on veut voir frontalement certaines choses, notamment le discours final de la voix off qui ponctue le film. Faites attention, il peut y avoir toujours un gremlin chez vous, un étranger, quoi. Non, mais voyez cela autrement. Et il y a le personnage pivot pour moi, hein, là, c'est celui de Dick Miller, qui donc Murray Futterman, qui est clairement quelqu'un qui n'aime pas tout ce qui est étranger, y compris dans la technique surtout. Mais c'est surtout un vétéran de guerre qui a été probablement abandonné par son propre pays, qui est devenu alcoolique. Voilà, tout simplement. Donc l'Amérique est toujours coupable. La société de consommation est toujours coupable. Dans ce film, c'est clair. C'est donc celui qui va acheter avec l'argent américain, malgré le nom catégorique du grand-père d'origine chinoise, du coup. C'est lui qui va amener le problème dans cet endroit qui n'était pas prêt à accueillir. Et du coup, derrière, paf, ça part dans tous les sens. Voilà. Et on voit ces gremlins monstres et tout là, qui essayent de s'intégrer à la société américaine à travers la télé, notamment, ne serait-ce que Gizmo, notre Mogwai, qui va devenir le héros à la fin, bien sûr, puisque lui-même s'imprègne de la télé américaine avec un film là, en noir et blanc qui est très peu connu en France, Clark Gable qui joue un coureur automobile. Bah oui, ça rappellera ce qu'il fera dans le 2 avec Rambo. Hein. C'est que au final, vous avez l'héroïsme à l'américaine quand même qui sauve la situation, mais pour un rééquilibrage final du personnage donc, de Monsieur Wing qui calme le jeu. Donc là, on a un pur délire, un conte à l'américaine qui retourne l'Amérique et qui explose tout justement avec cette jouissance pure et propre au cinéma de Joe Dante qui n'aura de cesse de questionner l'Amérique dans sa carrière, l'Amérique à travers l'art, à travers le cinéma, comme ça a été le cas dans Panic à Florida Beach, bien évidemment, à travers la télé qui représente aussi le cinéma ici par rapport à cette petite lucarne qui montre les grands moments qui ont fait l'enfance de Joe Dante. Pas étonnant qu'à un moment il sort de la télé dans les foyers pour remettre ça dans la grande salle de cinéma en projetant Blanche-Neige, qui est un de ses premiers souvenirs d'enfance, mais qui représente aussi le capitalisme à la Disney. Donc vous avez ici là-dessus, il est conscient lui-même de faire partie du système, Joe Dante, mais en étant dans le système, il le retourne et il en crée une ironie, une fable horrifique absolue qui détourne le conte de Noël, et c'est un film d'une richesse absolue, et qui a ces moments assez violents et gore, et même psychotiques, j'ai envie de dire, avec le personnage de Kate, la pauvre, ce qu'elle a subi. Vous vous rendez compte qu'il y a ça dans une comédie populaire qui a été vendue comme telle. Hein. J'imagine que beaucoup de parents qui ont amené les enfants devant ce film à l'époque en sont ressortis en mode « Eh père, viens, on va rentrer, on va manger une petite glace, on va boire un chocolat chaud et on va te poser devant un Disney, hein, parce que là, sinon tu vas faire des cauchemars. » Mais c'est extraordinaire, ça. Et ça, c'est le genre de film assez libre
qui serait difficile à refaire, mais que Joe Dante fera fois 1000, 6 ans après, je crois, hein, si je me trompe pas, avec Gremlins 2. Mais ça, quand je dis que j'en parle bientôt, c'est que j'en parle très bientôt. Voilà, donc Gremlins, premier du nom, c'est exceptionnel. La musique de Jerry Goldsmith, qui n'a pas vieilli aussi, évidemment, parce que elle reste dans notre subconscient. Oui, c'est une coproduction Amblin, mais même Spielberg, là-dessus, n'y revient pas. Je pense qu'il s'est dit, j'ai quand même laissé passer ça, allez, ok. Ça a fonctionné, il y a eu du succès, donc pour sa boîte de prod, ça a été extraordinaire. C'est le deuxième film, Amblin, je crois, après E.T. Il y a des références à E.T. qui sont claires, à un moment, avec les pluches, hop, et un gremlin qui apparaît. Ou, quand il joue de la musique, il y a même téléphone maison, à un moment, hein. Mais oui, il joue de la musique, communication, ces rencontres du troisième type aussi. Bon, on joue là-dessus, et je pense que c'est Joe Dante lui-même qui s'amuse pour rendre hommage à celui qui lui a permis de faire le film. Donc ouais, il y a plein de choses. Enfin, c'est un délire bête et méchant sur le papier, mais qui a beaucoup plus de réflexion sur cette Amérique, sur donc l'incidence aussi de la non-acceptation ou l'acceptation difficile de ceux qui viennent en Amérique pour y vivre le rêve américain. Et non, l'Amérique n'est pas prête. Et voilà, je vous renvoie à l'histoire terrible de l'immigration chinoise aux États-Unis. Alors ici, c'est juste du filigrane, c'est les Chinatown en conséquence, mais on voit quand même l'idée. C'est peut-être pas anodin qu'on ait choisi le folklore et la culture chinoise pour créer cette créature, un mogwai donc, pour questionner encore plus frontalement le fait que l'Amérique ait eu beaucoup de mal avec ses étrangers, entre guillemets. Et donc Gremlin, je finis là-dessus, c'est un terme qui a été popularisé, alors par Roald Dahl dans un roman, certes, mais qui, voilà, c'était les petits dysfonctionnements, les petits monstres qui pouvaient être dans les mécanismes donc, dans la Seconde Guerre mondiale, et ça a été popularisé dans la 4e dimension par l'épisode Cauchemar à je sais plus combien de pieds, mais bon, un grand épisode qui se passe dans un avion. 4e dimension, Joe Dante, Spielberg, l'année d'avant, ce film. Vous voyez, la boucle est bouclée. Bref, désolé, hein, je suis un peu pêle-mêle, mais quand on parle de Gremlins, comment voulez-vous faire un truc posé et clair? Non, il faut que ça soit foutraque. Un procédé critique, c'est foutraque de base, là, ça l'est encore plus pour un film comme ça, où il y a tant de choses, et qui peut-être nécessite plus d'analyse qu'on pourrait le croire, mais avant tout, j'espère que vous passez un bon Noël, parce que là, au moment où cette vidéo est publiée, on est le soir du 25 décembre quand même, et que vous profitez de ces fêtes en famille. Mais faites attention quand même, hein, sous le sapin ou dans les petits mécanismes de vos voitures et tout, peut-être que des gremlins se cachent, mais réfléchissez à ce que ça veut dire derrière, et ne cédez pas à la peur et à la rumeur globale qui font que, finalement, hein. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!